Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. À J-1, avant l'ouverture de la foire commerciale intra-africaine, l'Algérie accueille des personnalités et délégations de haut niveau pour prendre part à cet événement d'envergure. L'IATF incarne une Afrique qui croit en son potentiel, qui investit dans ses jeunes et fait de l'innovation le levier de son développement. Plus de détails dans ce journal. Leader africain dans le domaine des hydrocarbures, Sonatrach se positionne comme un partenaire fiable qui contribue à la construction de l'indépendance énergétique du continent. À Gaza, la souffrance n'a plus de limite. La population continue de payer un lourd tribut. Ce matin encore, plusieurs civils palestiniens ont été tués par les tirs de l'occupation sioniste dans un territoire déjà fragilisé par la famine et les violences. Une tragédie qui dépasse l'imaginable. Bienvenue à tous. Dans le cadre de sa participation aux activités de la 4e édition du Salon intra-africain, le président de la République arabe sahraoui, Brahim Ghali, est arrivé en Algérie. Il a été accueilli au Salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal Zik. Kamal Zik a également reçu dans la salle d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene Thierry Patrick Akoloza, ministre du Commerce et de l'Industrie de la République centrafricaine. Kamal Zik a également accueilli le ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation de la République du Congo, Claude Alphonse Nislou, à la tête d'une importante délégation. Il a également accueilli le ministre d'État ougandais aux coopératives Frédéric Ngobi Gume. Et toujours à l'aéroport international Houari Boumediene, Zik a accueilli le président sortant de la Banque africaine d'import-export, Afriksimbank, Bénédicte Omara, ainsi que son actuel président élu Georges Elambi. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations a accueilli Mohamed Ahmed Aden, ministre somalien du Commerce et de l'Industrie, et l'ancien ministre du Niger, Mahamadou Issoufou. Les délégations africaines continuent d'arriver au niveau de l'aéroport international Houari Boumediene pour prendre part à la 4e édition du Salon intra-africain prévu à Alger du 4 au 10 septembre. Toutes les conditions sont réunies pour assurer un accueil optimal. La présence d'acteurs africains à Alger témoigne de l'importance de cette rencontre pour l'avenir économique du continent. L'Afrique jeune, innovante et résolument tournée vers l'avenir compte près de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, une véritable force déjà visible à travers la fintech et les startups. L'IATF devient ainsi une vitrine pour toute une génération qui prendra part à la transformation économique du continent. Amira Sefta. Un continent jeune, riche en ressources et en talents. L'Afrique. C'est aujourd'hui plus d'1,4 milliard d'habitants, dont près de 60% en moins de 25 ans. À l'horizon 2050, la population atteindra 2,5 milliards, soit un quart de l'humanité. Ce dynamisme démographique, s'il est accompagné par l'innovation et l'intégration et la mise en œuvre effective de la ZLECAf, peut faire du continent la locomotive de la croissance mondiale. En Afrique, la plupart des pays africains font plus d'échanges, plus de commerce avec des pays en dehors de l'Afrique, avec l'Europe, avec la Chine, avec les États-Unis, avec le Japon, et ils font moins de commerce entre eux. La part du commerce intra-africain dans le commerce total, c'est seulement 15% à l'heure actuelle. Ce rendez-vous ne doit pas être seulement du networking.
mais se transformer en contrat, en financement et en règles communes. L'Afrique a un atout unique. Plus de 60% de sa population a 25 ans. Et d'ici 2050, un jeune sur 3 dans le monde sera africain. Le défi est clair. Ouvrir les marchés, harmoniser les règles et fluidifier les paiements. La jeunesse africaine est déjà à pied d'œuvre en termes d'innovation. En 2023, les startups africaines ont levé plus de 3 milliards de dollars, dont la moitié dans la fintech. 500 millions d'Africains devraient utiliser la fintech d'ici 2030. Les solutions numériques de paiement réduisent les coûts, facilitent le commerce et ouvrent la voie à une vraie intégration continentale. En tant que CEO et fondatrice de BaraPay, une start-up fintech en devenir, je dirais que les jeunes Africains sont voués à devenir entrepreneurs. Nous avons des pépites en fintech, en santé, en agriculture. Mais la réalité, c'est qu'un agrément BCAO peut prendre des mois, 9 mois, 6 à 9 mois. Que la TVA à 18% asphyxie la trésorerie de ces startups-là et que la levée de fonds reste encore un parcours de combattants. Sans un écosystème plus simple et plus inclusif, on étouffe nos innovateurs. Dans ce contexte, l'organisation en Algérie de la prochaine foire commerciale intra-africaine est stratégique. Elle réunira des chefs d'État, des milliers d'entreprises, des institutions financières et des startups venues de tout le continent. Une plateforme unique pour tisser des partenariats et concrétiser la zone de libre-échange africaine, qui pourrait créer 18 millions d'emplois supplémentaires et contribuer à hauteur de 450 milliards de dollars au PIB du continent d'ici 2035. Cet événement est une opportunité pour l'Algérie de consolider son rôle de hub économique régional. Plus de 70% des créateurs de start-up en Algérie ont moins de 35 ans. Une jeunesse qui est aujourd'hui le moteur du changement. L'occasion de valoriser sa stratégie de diversification économique et de connecter ces jeunes talents au marché africain. De tels événements contribueront à tisser des relations intracontinentales et à atteindre les objectifs que s'est fixé l'Afrique en matière de croissance économique et de prospérité. L'Algérie a avancé. Ratification de la zone de libre-échange, grand chantier d'infrastructures et aujourd'hui l'accueil de l'IATF. Mais sa part dans le commerce intra-africain reste autour de 2%. Le cadre se met en place, c'est clair, mais il faut maintenant de la transformation locale et des chaînes de valeur régionales pour que les volumes suivent. L'Afrique de demain sera donc bâtie par ces jeunes. Un continent uni qui s'exprime économiquement d'une seule voix. Et la foire d'Alger sera l'un des jalons pour atteindre cet objectif. Une passerelle vers un marché africain puissant et tourné vers l'avenir. Leader africain des hydrocarbures et pilier de l'économie nationale, Sonatrach s'affirme comme un acteur stratégique dans le renforcement de la coopération énergétique avec le continent, de l'exportation à la production en passant par le transport. L'expertise algérienne suscite l'intérêt de nombreux pays africains. Les détails avec Badea Amani. Géant algérien de l'énergie et acteur central de la coopération africaine. Depuis sa création, Sonatrach a pour mission la valorisation des ressources naturelles nationales et le développement d'une industrie pétrolière et gazière intégrée, faisant de l'Algérie un partenaire énergétique fiable au sein du continent et dans le monde. La compagnie Sonatrach est présente dans tous les secteurs, pas seulement énergétique. Elle est représentée par plus de 150 filiales. Le groupe adopte une stratégie qui s'appuie sur l'augmentation des capacités de production et d'exploitation, et ce, à travers de nouveaux investissements au niveau local et international. Au-delà de son rôle de premier producteur d'hydrocarbures du continent, le groupe partage son expertise avec plusieurs pays africains à travers des partenariats dans l'exploration, la gestion des infrastructures, le transport et la formation des cadres. Présente dans plusieurs pays, Sonatrach contribue à renforcer la sécurité énergétique régionale et à promouvoir une intégration économique fondée sur la solidarité.
احنا متواجدين في دول افريقيه دول الجوار متواجدين في تونس متواجدين في ليبيا في مالي في نيجر. Nous sommes présents dans plusieurs pays africains, en Tunisie, en Libye, au Mali, au Niger et en Mauritanie. Nous avons établi des contacts avec plusieurs autres pays. Des mémorandums d'entente ont été signés, d'autres vont l'être prochainement. Nous sommes en phase d'étude des opportunités d'investissement qui n'est pas limité au domaine des hydrocarbures. Il peut également concerner le transport, la commercialisation ou encore la formation. L'Institut algérien du pétrole est un acteur premier plan dans ce domaine. D'ailleurs, il y a projet en cours d'études au niveau de l'APO, Organisation africaine des pays producteurs de pétrole, pour que toutes les sessions de formation se déroulent au niveau de cet institut. Plusieurs accords ont été conclus avec des institutions africaines pour le transfert de l'expertise et du savoir-faire de la Sonatrach au cadre de ces institutions. Pour ce qui est du gazoduc transsahérien qui démarre du Nigeria traversant le Niger et l'Algérie pour rejoindre l'Europe, il est considéré comme l'un des plus importants projets africains. Plus qu'un simple opérateur économique, Sonatrach s'affirme comme un acteur stratégique du développement régional et de la solidarité africaine au service d'un avenir commun et durable. À Gaza, la tragédie se poursuit. Ce matin, plusieurs Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés par des tirs de l'occupation sioniste alors qu'ils attendaient tout simplement de l'aide humanitaire au nord de Rafah. Dans un territoire où la famine fait déjà des victimes, la situation humanitaire sombre dans le chaos total. Wissam Abou Zaïd et Meïsel Bouhala. Sous une pression militaire incessante, de jour comme de nuit, les Gazaouis continuent de fuir vers des zones inconnues, sans savoir comment survivre ni combien de temps elles tiendront. Les quartiers encore debout offrent peu de refuges et mettent les déplacés en danger permanent. Nous refusons l'idée de quitter complètement le nord de Gaza, mais malheureusement nous n'avons pas le choix. Nous avons peur pour nos enfants. Toute la nuit, il y a des explosions, de drones et des tirs d'artillerie. Ne laissons aucun répit aux Gazaouis. Plus d'1 million de Palestiniens n'ont pas quitté la ville. La plupart vivent dans des conditions extrêmes, entre tentes et décombres. Les déplacés vers le centre ou le sud de Gaza restent incertains. La surpopulation des camps et des centres d'accueil rendent toute protection quasi impossible. Les hôpitaux sont débordés par les blessés et les morts. Des enfants touchés, des familles entières décimées. La population civile continue de payer le prix fort. La peur, la douleur et le deuil s'imposent comme le quotidien de Gaza. On va vers le sud, on revient, on essaye de trouver un autre refuge, mais souvent il n'y a pas de place. Nous ne savons plus quoi faire. Une situation humanitaire dramatique aggravée par une crise sanitaire sans précédent. Les hôpitaux accueillent chaque jour des dizaines de martyrs et des blessés à cause des bombardements incessants. La bande de Gaza est devenue une cible convoitée par l'occupation dans la perspective de sa réoccupation. Ma fille a été blessée. Depuis, elle ne peut plus marcher. La moitié du quartier a été touchée. Mon frère et mon neveu ont été grièvement blessés. Face à ces massacres répétés et à la menace persistante d'une invasion, la bande de Gaza continue de souffrir chaque jour. Et une lutte pour les Gazaouis impuissants qui continuent de payer le prix fort. En France, l'heure de vérité approche pour le Premier ministre François Bayrou. Le 8 septembre, son gouvernement affrontera un vote de confiance sous très haute tension. Face à un déficit chronique et une dette écrasante, le Premier ministre français mise sur une austérité inédite pour redresser les finances publiques. Mais à quel coût? Raouf Hamouche. Le 8 septembre, le gouvernement François Bayrou joue sa survie. Un vote de confiance décisif qui pourrait précipiter la France dans une nouvelle crise politique majeure. L'incertitude grandit et les scénarios se multiplient. Une dissolution de l'Assemblée, un remaniement express ou même un blocage prolongé des institutions. Une crise qui divise jusque dans le camp au pouvoir.
Si on retrace l'histoire de l'histoire politique dans le pays depuis un an, on est effectivement face à une impasse parce que la crise qui a débuté au soir du 7 juillet, c'est toujours la même qu'on traverse. Et aujourd'hui, quelque chose que le Premier ministre Bayrou essaye de présenter comme avant tout une crise budgétaire en mettant d'un côté les responsables et de l'autre côté ceux qui veulent le chaos, c'est la même crise de régime. Au sommet de l'État, le même discours est répété. Ni législative ni présidentielle anticipée ne sont à l'ordre du jour. Mais plus l'échéance approche, plus l'option d'une dissolution est sur toutes les lèvres. Le Premier ministre français, lui, tente encore de convaincre, mais sans réel succès, même au sein de son propre camp. La France aujourd'hui, c'est 162 milliards de déficit, c'est pas 40. Pour un compte à équilibre, c'est 162. Et en face de ça, il y a 162 qui vont être à 200 milliards. Mais je vais expliquer pourquoi. Et face à ça, on a une jeunesse qui est complètement désemparée et à l'abandon. Vous avez vu les rapports PISA, une politique du logement qui est à l'arrêt, une tension intercommunautaire absolument épouvantable, un ascenseur social qui est bloqué. Dans la rue, la gronde s'intensifie. Le budget 2026 qui prévoit un effort de 44 milliards d'euros suscite colère et inquiétude. Les syndicats dénoncent une politique d'austérité alors que la dette explose. La Confédération générale du travail et l'intersyndicale appellent à 2 journées de mobilisation, les 10 et 18 septembre. Le mot d'ordre est clair, geler le pays pour contraindre le gouvernement à revoir sa copie. François Bayrou est terminé, il appartient au passé. Plus personne ne veut de son budget ultra-violent, dont on rappelle qu'il voulait supprimer 2 jours fériés, qu'il voulait par là même baisser tous les salaires, qu'il voulait une année blanche qui allait frapper très durement les retraités. Vous mentez, la catastrophe, c'est vous qui la déclenchez, parce que vous réduisez la consommation populaire et que la consommation populaire, c'est plus de la moitié de la croissance dans ce pays. À 6 jours du scrutin à l'Assemblée nationale, la tension monte. Si le gouvernement échoue, c'est toute la stabilité politique et sociale de la France qui sera remise en jeu. Et pour clore cette édition, faisant un halte à Timimoun, où un savoir-faire ancestral se perpétue, la teinture traditionnelle de la laine entièrement réalisée à partir de matières premières naturelles, un héritage précieux transmis de génération en génération. Olivier Osfi. À Timimoun, au cœur du Gourara, un savoir-faire ancestral continue de défier le temps. La teinture traditionnelle de la laine perpétue la mémoire des ancêtres. Véritable symbole culturel de la région, cette activité repose sur des procédés naturels. Pour teindre la laine, il faut avant tout fixer la couleur. Dans la plupart des cas, nous pouvons nous passer de fixateurs. Certaines matières colorantes, comme le henné, le miswek, les écorces de grenade ou le thé, contiennent déjà des agents tannants et ne nécessitent aucun fixateur. Pour les autres, les artisans utilisent la pierre d'Alain soigneusement broyée à raison de 260 grammes par kilo de laine. Après l'ébullition, le processus de teinture se poursuit pendant 1 heure, garantissant ainsi des couleurs profondes et durables. Tout commence dans les oasis avec la collecte de la toison des moutons de la région. Après le lavage, le séchage et le filage manuel, à l'aide du fuseau traditionnel par Nour El-Houda, vient l'étape la plus délicate, la teinture. Ici, tout se fait avec des matières naturelles. Le henné, le miswek, la garance, appelée ici foua, donne à la laine ses couleurs éclatantes. Chaque teinte obéit à une règle bien précise. 1 kg de garance pour 1 kg de laine afin d'obtenir la palette des rouges profonds, symbole de cette région surnommée l'oasis rouge. Le miswek, utilisé dans les mêmes proportions, offre d'autres nuances, tandis que le thé et diverses plantes locales apportent des tons plus subtil. Plus qu'une activité artisanale, la teinture de la laine à Timimoun est un art, un héritage transmis de génération en génération qui reflète la créativité des hommes et des femmes de l'Oasis Rouge. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.